Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveau Valérie Bugot. Bonjour Valérie, comment allez-vous? Bonjour Alexis, très bien, je vous remercie vous-même derrière cette belle bibliothèque, Qui n'est pas enfin dans mienne. cette belle bibliothèque. Pas dedans, je ne suis pas au château de Chantilly en ce moment. Vous Non, voyez, mais ça enfin triche un petit peu, c'est un fond. le décor est magnifique. Oui, il l'est, il l'est, il l'est. Il l'est. Je vais faire quelques petits propos et puis nous lancerons notre sujet ensuite. Donc, Tipeee, merci à toutes les personnes qui font des dons réguliers. N'hésitez pas à en faire de nouveaux. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. C'est très important aussi d'être acteur de ce média, car nous ne sommes pas financés par le service public, vous vous en douterez bien. Odyssée, poursuivez votre migration sur Odyssée pour toutes les personnes qui ne l'ont pas fait encore, car nous sommes à peu près 5100, ce qui est pas mal pour Odyssée. YouTube censure toujours. Je ne suis pas censuré depuis un bon moment. On fait un peu le dos rond, on va dire, mais ça peut revenir, donc n'hésitez pas à aller sur Odyssée, toutes les vidéos y sont. Telegram, alors Telegram, abonnez-vous aussi à mon canal Telegram car je poste des podcasts, enfin, on va dire des podcasts plus des recensions d'ouvrages. J'avais fait d'ailleurs une recension de votre ouvrage Demain dès l'aube, le renouveau, il y a quelques mois déjà. Je filmais les manifestations à l'époque, je n'y suis plus pour le moment. Je fais des relais aussi, Stratégica par exemple, et puis des articles pertinents. Instagram, alors Instagram, je poste régulièrement des photos d'ouvrages tels que ceux que vous voyez derrière moi, donc de la bibliophilie, du livre-objet, du livre ancien, du beau livre pour vous donner goût à la lecture, car je ne comprends pas vraiment l'utilité d'Instagram. Donc je me suis dit qu'utiliser l'image à bon escient serait peut-être plus pertinent, donc on fait cela ainsi. Par contre, quelqu'un qui a très bien compris l'utilisation d'Instagram, c'est Philanthropiste Librairie, qui n'est autre que Marie Souila, que vous connaissez. Abonnez-vous donc à son canal, vous verrez le lien s'afficher juste en dessous. Donc je vous parlais aussi de Marie Souila, très important, car elle vient régulièrement sur la chaîne, elle va revenir aussi bientôt. Elle a fait quelques émissions chez Gilles Lartigot, dont une sur le contrôle mental, donc MK, qui a très bien marché. N'hésitez pas à aller la voir sur le Hit Club de Gilles Lartigot. Donc c'est un compte YouTube privé, vous pouvez vous y abonner. N'hésitez pas, je vais faire aussi une entrevue avec ce dernier ce vendredi à 20h30. Je mettrai le lien dans Telegram. Par contre, pour y accéder, il faudra vous y abonner. Et je parlerai de bibliophilie et il m'a demandé de sortir mes 10 ouvrages pardon, de référence. Donc, c'était pas facile comme exercice car en vérité, il y en a une centaine. Mais bon, on va essayer d'en trouver quelques-uns pertinents et ça sera toujours lié à la bibliophilie. Donc, des signatures d'auteurs à l'intérieur, du vieux papier, des belles reliures, c'est très important pour vous donner goût à la lecture. Je vais aussi faire la promotion de mon roman qui est sorti, Le goût du silex, paru aux éditions du Verbe Haut, postfacé par Pierre Hilard. J'étais en dédicace récemment, donc chez Vincent, librairie française. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à venir, on peut discuter, se rencontrer et à vous procurer le livre qui est en lien juste en dessous dans la description. Et Valérie, c'est à nous maintenant. Donc, vous étiez venu il y a à peu près 6 mois, on était au mois d'août, il me semble. Donc, la situation était vraiment tendue à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était en pleine manifestation anti-pass. Vous étiez venu donc pour votre ouvrage Demain, dès l'aube, le renouveau. Et aujourd'hui, vous revenez donc pour votre second tome, on va y arriver. Voilà, qui est Les raisons cachées du désordre mondial. C'est le tome de celui-ci qui est un recueil paru aux éditions Sigest, qui regroupe, on va dire, des articles, des entretiens, il me semble. C'est plus ou moins ça. Il y a aussi un manifeste dedans. Et qui a été gratifié d'une postface de Christian Perron et d'une postface d'Olivier Frotte. Donc, comment s'est fait cette collaboration? Non, alors c'est Christian Perron a fait la préface et Olivier Fro a fait la postface. Mhm. Olivier Fro de façon assez spontanée parce que il est comme moi docteur en droit. On a plusieurs fois échangé sur des sujets qui nous intéressaient et nous sommes à peu près d'accord sur tout. Donc je lui ai assez spontanément proposé
de postfacer, et ce qu'il a bien chaleureusement accepté de faire. Quant à Christian Perron, j'avais été en contact avec lui du temps où j'avais été sollicitée pour entrer dans Bon Sens. Mhm. Donc, on s'appréciait dans des conditions, disons, dans les conditions de nos activités différentes, mais on avait, disons que on s'appréciait. Donc, je lui ai proposé de faire cette préface et il a accepté. Donc, ça s'est passé comme ça. Maintenant, concernant mon livre, il y a aussi des conférences qui ont été Mhm. transcrites et qui sont intégrées dans ce livre-là. Donc, ce livre est beaucoup plus axé sur en fait la notion d'État, son évolution historique, les conditions de sa légitimité ou de son illégitimité, de façon à essayer de faire comprendre en fait à un public un peu plus large que des professionnels avertis, qu'en réalité, derrière l'idée d'État, qui est finalement une structure juridique, il y a un pendant politique et il y a aussi une légitimité qui est une légitimité politique. Or, justement, dans les États que nous connaissons aujourd'hui, cette Mhm. légitimité a disparu et elle a disparu depuis très très longtemps. Elle n'a pas disparu avec le Covid, hein. Elle a disparu, en fait, la structuration de notre État moderne fait en sorte que la légitimité politique de l'État a été anéantie, en fait. Mhm. Et donc, ça nous remonte à toute l'histoire des 2 derniers siècles. Ça nous remonte aussi à, à la, au moment où les rapports de force ont totalement basculé dans le sens de disons, c'est d'abord les grands banquiers et ensuite il y a toute une chaîne de comment dirais-je, je peux appeler ça féodalité, mais je sais que certains n'aiment pas, mais bon, une chaîne de dépendance Mhm. qui s'exprime par le biais de l'économie. Voilà, et ce rapport de force a basculé le rapport de force politique a basculé dans le sens de ces gens-là, et il a basculé notamment par le biais de l'instauration du parlementarisme représentatif, Mhm. qui fonctionne sur le principe des partis politiques, lesquels sont associés avec une banque centrale qui est née de façon indépendante et qui, de facto, quel que soit son statut juridique, a toujours été, disons, gérée par des personnes qui étaient intéressées à ce rapport de force dont je parlais juste avant, c'est-à-dire qui étaient qui étaient liées au pouvoir de la haute finance ou de la grande industrie qui, au XXe siècle, en Occident et en particulier en France, est devenu essentiellement un pouvoir financier. Donc, c'est une évolution qui s'est faite, mais si vous voulez, les rapports de force ont été écrits dans nos institutions il y a très longtemps, sauf qu'aujourd'hui, ils ont atteint un niveau international et ils ont atteint, disons, un niveau de monopole qui fait que nous le constatons. Nous constatons que ce rapport de force existe et qu'il est dans les mains des grands financiers, ce qui n'était pas le cas avant. Très bien. Donc, vous parlez aussi de la position de la City, donc à Londres, qui est très importante hein, dans le rôle de de la globalisation. Historiquement, ça leur remonte à peu près à quand? Bah, en réalité, c'est le modèle hollando-britannique qui s'est imposé. C'est un modèle déterminé donc par la haute finance et qui a pris une forme économique qu'on a appelée le capitalisme, mais qu'on Mhm. appelle à tort le capitalisme, parce que c'est une, une forme particulière du capitalisme. C'est une interprétation particulière et particulièrement vicieuse du capitalisme. C'est sous sa forme hollando-britannique. Donc la City, en réalité, je fais remonter, il y a deux époques fondamentales qui ont fait que les rapports de force ont basculé au profit de la finance en Angleterre et en particulier par le biais de l'instauration et de l'institution de la City. La première époque, c'est 1531. C'est la date à laquelle le roi d'Angleterre rompt toute relation avec l'Église catholique romaine. Et donc, Henri VIII. Henri VIII, effectivement.
il crée l'Église anglicane, et par ce biais-là, il devient en fait le maître de l'Église anglicane en nommant l'archevêque de Canterbury. Et donc, ce pouvoir spirituel n'est plus un contre-pouvoir à son pouvoir d'édicter des normes, puisque c'est lui qui met la main sur le pouvoir finalement spirituel. Donc, il y a une fusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel qui s'opère à cette occasion-là. Un peu moins de 100 ans plus tard, quand Cromwell arrive, Mhm. il cristallise les ambitions impérialistes de ce que va devenir l'Empire britannique, mais qui à l'époque est encore la Grande-Bretagne avec une conception républicaine, euh, de république universelle, mais sous forme bancaire et financière, si vous voulez, Mhm. parce que le développement de l'Empire britannique s'est fait par le moyen de la haute finance. Et ce sont ces gens qui étaient donc réunis à la City qui ont élaboré en fait la stratégie, la structuration du pouvoir britannique et surtout du développement de l'Empire britannique. Et donc, c'est eux qui ont créé ce système économique que nous appelons aujourd'hui capitalisme, qui est en fait un système de prédation, qui est un système fondé sur l'anonymat et la déresponsabilisation des véritables donneurs d'ordre. Donc ça s'est transformé aussi, ça s'est fusionné un peu avec l'histoire de l'Angleterre parce que vous savez que le parlementarisme britannique, enfin, le parlementarisme représentatif est issu des institutions britanniques de la Magna Carta, c'est-à-dire du Conseil des barons, Mhm. qui en fait a été une révolte des grands féodaux contre le roi, à l'occasion de laquelle révolte, ils se sont installés dans un pouvoir institutionnel beaucoup plus de contrôle beaucoup plus étroit, pour ne pas dire de soumission du pouvoir royal. Et donc, ce sont ces grands barons qui, au départ, étaient, euh, disons, régnaient par le biais des armes, qui ensuite ont fusionné avec les grands financiers. Et donc, nous avons eu, comme ça, au fur et à mesure du temps, au fil du temps et de l'histoire britannique, nous avons eu la structuration de ce que nous connaissons aujourd'hui avec le partenariat public-privé, avec le capitalisme enfin, fondé sur l'anonymat, avec le parlementarisme représentatif qui permet de mettre en avant des pantins sur une scène pseudo-politique alors que les décisions sont prises dans les couloirs par les chefs de partis politiques, lesquels sont dûment financés. Enfin, c'est toute une organisation de prise de contrôle politique par les puissances financières qui a fini par émerger dans les conditions de l'histoire britannique. D'accord. Comment voyez-vous l'évolution aujourd'hui justement du capital? Vers quoi il va? Est-ce qu'on n'est pas, comme dirait Francis Cousin, dans la crise terminale du capital? Est-ce qu'on n'en voit pas un petit Ah, peu c'est les pas, prémices de la fin? non, oui, enfin, c'est pas une crise terminale, c'est-à-dire que sa vocation, dès le départ, était d'accaparer les richesses, les ressources. Donc, Oui, il oui. arrive un moment où l'accaparement est finalisé, si vous voulez. Donc, effectivement, cette période étant atteinte, je dirais que pour eux, il s'agit aussi de passer à une officialisation beaucoup plus claire de leur contrôle intégral, absolu, sur les populations et sur les richesses de ce monde. Donc, c'est ce qu'on appelle le grand reset. En fait, c'est la manifestation du nouvel ordre mondial qui est nouveau depuis toute cette époque-là, si vous voulez. Donc, ça n'a pas vraiment grand-chose de nouveau pour Mhm. nous aujourd'hui. Ce qui serait nouveau, c'est que nous fassions nous-mêmes une réinitialisation en faveur des populations et qui serait réellement politique. Et c'est ce que moi, je propose justement dans tous mes travaux et en particulier dans l'élaboration de Révolu droit, qui est une réforme institutionnelle. Ça serait nouveau par contre. Alors, comment ça s'opérerait? Ah bah écoutez, ça s'opérait par une réorganisation profonde en fait de la vie en commun qui se matérialise sous la forme d'une réforme de l'État et qui a des incidences notamment en matière juridique évidemment, en matière monétaire, qui a des incidences en matière institutionnelle bien entendu il s'agit de renouveler en fait l'organisation de l'État. Mhm. Vous pouvez trouver l'ensemble de ces idées beaucoup plus détaillées sur un site qui s'appelle revoludroit.fr, qui vous invite à vous regrouper en collectif citoyen ou en groupement d'intérêt en fonction de type d'activité. Donc, effectivement, je vous invite vraiment à engager cette réforme parce que
Vous savez, c'est un peu le choix de la dernière heure. C'est-à-dire que à partir du moment où nos adversaires en face ont prévu notre avenir à notre place et que leurs plans sont élaborés de longue date avec un agenda précis et des étapes, que le système actuel est condamné par ceux-là même qui l'avaient mis en œuvre, hein, ce sont ces gens-là, mais il est condamné parce qu'ils ont décidé de passer à l'étape supérieure, eh bien, au moment de l'effondrement, nous avons la possibilité, nous, en tant disons, habitants d'un territoire, de récupérer le pouvoir politique qui nous a été volé par ces gens-là. Et donc ça, c'est une façon de canaliser un peu ce pouvoir politique pour l'organiser et qu'il puisse se manifester de façon efficace. L'utilisation de l'argent aussi, est-ce que renverser son utilisation, qui était un service à la base, ce qu'on pouvait lire dans les Alors, travaux ce n'est de... pas l'utilisation de l'argent, c'est le concept monétaire lui-même qui a été perverti par Mhm. ces grands banquiers et utilisé évidemment à leur avantage exclusif. Donc, effectivement, je reviens dans ma réforme institutionnelle, je reviens évidemment sur cette falsification du concept monétaire de façon à réétablir un système monétaire qui soit viable, lequel, du coup, je dirais que le, la problématique financière que nous avons aujourd'hui, notamment de l'argent-dette, mais aussi des impôts, des charges sociales, Mhm, etc., mhm. sera résolue disons à 97% par l'instauration d'une monnaie viable. En fait, tous nos problèmes financiers viennent du fait que la monnaie n'est pas, n'est pas correcte, que le système monétaire, le concept monétaire a été utilisé dans un sens d'intérêt privé. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais l'argent n'était pas un service à la base? Ce que je lisais dans les travaux de David Graeber dans La dette. Absolument, mais absolument. C'est aussi ce que j'ai fait dans mon premier livre qui s'appelle Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, que j'ai écrit en coopération avec le défunt Jean Rémy, qui était banquier international. Nous avons élaboré une théorie juridique de la monnaie dans laquelle nous expliquons bien que, effectivement, la monnaie est née comme un concept comptable, C'est ça. c'est-à-dire un service rendu au public, une façon de permettre la multiplication des échanges au sein du groupe parce que ça permet d'échanger des choses qui ne sont pas comparables les unes avec les autres, et donc qui n'ont pas de valeur réellement comparable. Parce que vous savez que la valeur d'un bien ou d'un service, en fait, c'est la valeur de son utilité pour celui qui l'achète. Il n'y a pas de valeur objective. Et la valeur objective, elle vient des marchés, elle vient de toute la centralisation qui a été faite ensuite ces ventes et disons, la centralisation des ventes et des offres et des achats. Mais si vous voulez, la monnaie en elle-même, effectivement, n'a pas de valeur en soi. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un bien matériel, c'est un concept monétaire qui est en réalité un service public qui permet au groupe de multiplier ses échanges et donc de se développer. Donc c'est un service public qui va dans le sens du développement d'une civilisation, puisque ça permet finalement un développement à la fois individuel et collectif, à condition d'être utilisé dans son acception initiale, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on peut quand même le définir comme, enfin, vu l'argent, comme vous dites, reste dans les mains de certains privés, de certaines. Elle a été captée, oui, Elle a été le concept captée. monétaire a été capté, il a été subverti Voilà, on peut par les parler intérêts. d'outils d'aliénation des populations, par Ah oui, exemple, comme la absolument. Bah, dette. c'est utilisé comme un outil de soumission, bien Ce n'est entendu. pas le but. On est d'accord que l'objet, parce que les gens se demandent en règle générale, vous savez, toute cette élite, ces pseudo-élites, on va dire tous ces globalistes, euh, ont autant d'argent qu'ils le souhaitent, n'ont plus quoi savoir en faire. Il faut comprendre que l'argent n'est pas leur but en soi, mais plutôt un outil, justement. Euh, Non, au départ, il y avait quand même une volonté d'accaparement, ça c'est certain, mais cette volonté aujourd'hui, elle est réalisée. Donc ce n'est plus un objectif pour eux de Aujourd'hui, quel est réaliser leur cet objectif en accaparement. réalité? Non, l'objectif pour eux, c'est de s'afficher en tant que euh, détenteurs hégémoniques du pouvoir. C'est de s'afficher tels qu'ils sont réellement, tels qu'ils se sont développés depuis 200 ans, en fait. Mais sauf qu'ils se sont développés dans l'ombre et maintenant il s'agit de se montrer officiellement, c'est-à-dire d'instaurer une dictature dans les mains des financiers
de facto correspond au pouvoir qu'ils ont aujourd'hui sur les individus. On pourrait dire à quelle fin, parce que je prends comme exemple des gens comme Karl Popper, Soros, où Soros disait justement, lui avait des vues messianiques depuis l'âge de 14 ans. Chez ces globalistes, on a quand même des choses qui sont, euh, comment dirais-je, qui sont très centralisées, qui sont les mêmes dans leur façon d'agir et dans les volontés, d'autres qui sont plus des vues messianiques, d'autres qui ont plus des vues hégémoniques, marquer l'histoire, Alors, mégalomane. ouais. Alors moi, je vais tout de suite Voilà, c'est quoi limiter votre le prisme champ de là-dessus? mon interaction parce que je ne suis en aucune façon spécialiste des religions et je dirais que je préfère parler de ce que je connais. Donc, je ne maîtrise pas Je voulais ces vous en parler histoires justement. religieuses messianiques. Je l'évoque parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut que constater que la volonté hégémonique de ces gens-là ne repose plus sur la volonté d'accaparement puisque c'est Hmm. un fait. Ce n'est plus un désir, c'est une réalité pour eux. Donc l'accaparement n'est plus le moteur, puisque le moteur, c'est quelque chose vers lequel on va. Or là, ils y sont. Donc l'accaparement, c'est acquis pour eux. Donc ça ne peut plus être leur projet. Par contre, il est clair que leur projet, c'est la soumission des individus de cette terre à leur volonté hégémonique exclusive. Ça, c'est une certitude. Et cette soumission, plus elle sera simple pour eux à mettre en œuvre, c'est-à-dire plus elle sera directe et officielle, moins les choses seront compliquées pour eux. Donc il est clair qu'on s'achemine vers ça. Maintenant, pour ce qui est de leur, disons, de leur, comment, de leur, est-ce que Motivation? profondément ils ont un moteur religieux ou pas? Je ne peux que le suggérer, éventuellement le supposer, parce que Certains. oui, je pense, mais je ne suis pas en mesure, moi, d'en parler, donc je ne vais pas disserter sur ce sujet-là. Je fais référence à Pierre Hillard, Youssef Indy, hein, bien entendu, sur le sujet. C'est eux qui sont Mais ils assez. sont beaucoup plus pertinents que moi pour parler de ces sujets que moi, je ne maîtrise pas. Donc, je leur laisse le champ libre sur ces sujets-là. Mais moi, je ne m'y aventure pas. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense que si, avec les vues malthusiennes qu'il peut avoir chez ces élites, hein. Il y en a qui en parlent ouvertement, hein, les Rockefeller, Gates. Nous avions aussi Ted Turner, le patron de la chaîne CNN. Il y a une volonté quand même de réduire drastiquement la population mondiale. Je crois on peut parler à 3 milliards. C'est ce que disait Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy lors d'une émission. Euh, Oui, Comment vous voyez enfin, cela? Pourquoi réduire la non, 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 population mondiale? alors là, leur volonté de réduire la population n'est pas discutable, elle est officielle depuis le rapport Mais Meadows de pourquoi? Qu'est-ce que ça 1972. rapporte de Alors, baisser la non, population? alors, il faut revenir sur ce rapport Meadows de Oui. 1972, parce que pour avoir discuté avec des gens très informés et en tout cas Mhm. très au fait des problématiques démographiques, il apparaît que dès 1972, les postulats sur lesquels se reposait ce rapport étaient faux, et que les gens qui ont écrit ce rapport le savaient. Mhm. Sauf que la population en général ne le savait pas. Et donc, je parle là de gens qui ont fait des études démographiques très sérieuses et dont c'était le métier de parler de ça, hein. Je ne parle pas disons, du café, du café du coin dans lequel on peut parler de démographie. Je parle de gens qui connaissent leur sujet. Donc, à partir de ce moment-là, et s'ils ont perverti les postulats, ils l'ont fait avec un certain objectif. On ne fait pas ça sans raison. C'est ça. Donc, les raisons qu'ils avaient, c'était bien entendu de mettre en avant le fait que le monde allait être beaucoup trop surpeuplé, que ça n'allait plus être vivable, et donc qu'il fallait élaborer des stratégies pour réduire la population ou en tout cas faire en sorte que ce monde soit vivable pour tout le monde, c'est-à-dire que ça ne sera pas possible. Donc la seule solution, c'est de réduire la population. Donc, si vous voulez, ils ont fait deux opérations en parallèle, développer le consumérisme un maximum Mhm. pour pousser le système au bout de sa logique, hein, parce que ce sont les multinationales qui sont derrière, qui ont été alimentées par des banques, qui ont fait ça. Ce ne sont pas les particuliers, ce ne sont pas les consommateurs qui sont responsables de l'excès d'offres. Vous êtes bien d'accord avec moi. Ils sont responsables d'avoir consommé, c'est-à-dire d'avoir saisi ces offres, mais ils ne sont pas responsables de les avoir développées. Donc, ils ont inversé le rôle des responsabilités entre l'offre et la demande, si vous voulez. Donc, il y a eu une inversion
dans la narrative, il y a eu une inversion des responsabilités, du rôle de chacun. Et puis, j'ai perdu un peu le fil, je voulais dire deux choses. Oui, donc cette volonté de réduction de la population, elle est officielle. Ils l'ont officiellement annoncé, ils en ont parlé depuis cette époque-là, sans discontinuer. En fait, c'est leurs écrits, et je dirais même que le bureau, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, que le bureau démographique de l'ONU était contrôlé par les Rockefeller, donc depuis les années 70. Donc vous vous rendez bien compte qu'ils ont eu un attrait particulier pour toutes les questions démographiques et pour l'organisation du monde en fonction d'une des populations qu'ils ont annoncées et vers laquelle ils veulent aller. Je vous rappelle aussi qu'il y a les Georgia Guidestones, qui sont tout à fait officiels, des cailloux apparus Oui, oui. Des monolithes, extravagantes des au grands milieu d'un monolithes, oui. champ, Ouais. voilà, et dans lequel il parle de 500 millions d'individus. Oui, c'est ça. 500 millions d'individus. 500 ou Donc, 800 millions, quelque chose comme ça. Enfin bon, pas non, non, beaucoup. 500 millions. 500 500? millions. Donc, oui, alors, vous vous rendez bien compte que là, il va falloir y aller. Hein, pour dépopuler 7 milliards d'individus pour en arriver à 500 millions, ben, il faut mettre le paquet quand même. Hein. Donc, je dirais que la volonté des populations est officielle. Bill Gates en a parlé de multiples fois de façon très officielle. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du secret ou du Ou du complot. complot. Bah, c'est-à-dire que c'est un complot, oui, parce que c'est un complot contre les peuples qui émane d'une petite minorité de gens, mais cette petite minorité ne se cache pas pour l'annoncer. Donc le complot vient du fait que, en fait, ce qu'ils annoncent est noyé dans une multitude d'informations qui sont peu intéressantes ou peu relayées, enfin beaucoup d'informations peu intéressantes, très relayées, et puis ces informations-là qui sont peu relayées, mais néanmoins qui existent. Donc la difficulté, le complot vient du fait ils ont brouillé les pistes pour remonter à eux, qu'ils ont fait en sorte qu'on ne s'intéresse pas à tout ce qu'ils, eux, faisaient, alors qu'eux s'intéressaient particulièrement à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Le complot, il vient du fait ils ont mêlé un nuage de fumée, comment dirais-je, ils ont annoncé leurs travaux, mais que leurs annonces sont dans une espèce de brouillard de fumée, noyé dans une quantité tout à fait incroyable de non-informations, mais qui utilisent du temps de cerveau des gens et lesquels ne sont pas intéressés à aller s'intéresser justement à l'essentiel, à aller chercher l'information la plus pertinente. Est-ce qu'on peut dire que ces 2 dernières années ont pu faciliter ce plan malthusien? Ah. On va, Tu es on en va, train de on me va pas demander rentrer dans si le Covid les rentre dans le terminologies. plan de dépopulation. Alors Ouais. là, je dirais que c'est un sujet qui relève plutôt du domaine médical, qui n'est pas mon domaine, mais en effet, on se rend compte quand même qu'il y a eu une gestion politique extrêmement extravagante, pour ne pas dire très inquiétante, de cette maladie qui s'est révélée de façon fallacieuse d'être une pandémie, parce qu'effectivement, quand on change toutes les définitions du jour au lendemain, peut devenir une pandémie quelque chose qui ne l'était pas avant. Donc il y a eu des manipulations à tous les niveaux, tous les niveaux, et y compris au niveau des traitements médicaux qui auraient pu être, qui étaient adaptés Mhm. à cette maladie, en tout cas de façon, lorsqu'on les prenait de façon assez, quand on les prenait assez tôt dans la maladie. Bon, tous les traitements, la plupart, certains ont été interdits, sont passés en substances vénéneuses. Enfin bon, il y a eu des choses incroyables qui se sont passées au niveau politique dans la gestion de cette maladie qui ne peuvent qu'interpeller. Et effectivement, étant donné que les traitements ont été interdits et qu'ils ont donc agi de façon à faire en sorte de développer la peur dans les populations pour qu'elles se jettent sur un vaccin qui était encore en phase expérimentale et ne présentant aucune garantie de sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte que les effets secondaires de cette injection sont tout à fait redoutables, bien que très, très Mhm. sous-estimés par disons, par les relais traditionnels et officiels des effets secondaires, mais que néanmoins, bien que sous-estimés, ils sont déjà redoutables. Donc, on se rend bien compte qu'il y a eu une problématique qui peut se rapprocher de ce malthusianisme de dépopulation. Mais
de l'idée malthusienne des populations. Mais je ne me garderai de faire un lien trop direct parce que je pense que ça ne suffira pas, sans doute pas, à engendrer la dépopulation disons, dans les quantités qu'ils envisagent. Donc, je pense qu'on peut aussi s'attendre à encore des guerres et puis de nouveaux fléaux. Alors, sanitaires ou autres, je ne saurais trop comment décrire la suite qui nous attend, mais je pense qu'effectivement, on est engagé dans cette spirale infernale de la volonté de ces élites de nous supprimer finalement, hein. Vous parliez de guerre, justement. D'après vous, qu'est-ce qui est en train de se passer, en train de se tramer en Ukraine? Alors, j'ai longtemps pensé qu'effectivement, ça pourrait dégénérer et que de toute façon, toutes les deux guerres mondiales que nous avons déjà vécues ont été déployées, ont commencé avec des faux drapeaux. Donc, je pense qu'effectivement, je m'attendais à ce que, je m'attends à ce qu'il y ait un faux drapeau en Ukraine qui puisse éventuellement faire dégénérer les choses. Néanmoins, il faut quand même considérer que l'Ukraine n'est pas encore dans l'OTAN, donc que les pays de l'OTAN ne sont pas officiellement tenus aujourd'hui quand même d'entrer en guerre si l'Ukraine était dans un combat sérieux, entrait dans un combat sérieux avec des populations russes et en particulier avec l'État russe. Donc peut-être que la guerre mondiale ne se déclenchera quand même pas. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri de rien parce que les gens qui sont à la manœuvre, et en particulier cette équipe de globalistes, qui sont des financiers, hein, tout en haut de la chaîne de commandement, eh bien, ces gens-là, à l'évidence, veulent la guerre. Donc, C'est la porte d'entrée vers la Russie. ils font tout pour... oui, oui, ils veulent la guerre, d'une part, dans ce cadre de dépopulation, et puis d'autre part, dans le cadre de leur hégémonie politique globale. Donc, il est clair que la guerre est une option qu'ils envisagent de façon très sérieuse. Ça me paraît indiscutable. Mhm. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire entrer des populations qui ne veulent pas se battre en guerre quand même? Je ne sais pas, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Alors évidemment, les faux drapeaux, maintenant, on est un peu habitué, donc on est un peu plus méfiant, hein, qu'il y a 100 ans sur le concept de faux drapeau. Alors, est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas? J'espère de tout mon cœur que ça ne fonctionnera pas. Maintenant, je n'exclus pas du tout un dérapage euh, sous cette forme-là. Très bien. Pour revenir justement à la partie Covid, passe sanitaire, passe vaccinal, apparemment, ça va tomber. Est-ce que c'est pour mieux reprendre de l'élan pour y aller encore Non, plus fort? je ne pense pas du tout que le pass injectable tombe. Pour l'instant, en France, on n'en voit pas la Mhm. fin, hein, pas vraiment. Et puis surtout, l'Union européenne est en train de travailler depuis déjà plus d'un an à l'élaboration de la numérisation finalement Certificat individuelle numérique. et d'un certificat numérique. Et je vais même aller un peu plus loin en disant que Thierry Breton a été nommé pour ça, précisément pour faire ce travail. Donc, pendant qu'on nous parle de passe vaccinal, en réalité, ce Mhm. qui est en train de se mettre en œuvre, c'est le certificat numérique. Et ça risque d'être extrêmement dangereux parce que vous aurez finalement centralisé dans les mains de multinationales technologiques qui sont elles-mêmes finalement des filiales de ces très grands banquiers, hein. Je pense à Euh, Thales, entre autres. alors, bon, en fait, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans ce développement, hein. Il y a Thales, il y a Microsoft. Enfin, de toute façon, ce sont des grandes entreprises qui ont les soutiens bancaires nécessaires. Donc, ce ne sont pas des entreprises autonomes, indépendantes, si vous voulez. Le développement du capitalisme fait qu'aujourd'hui, toutes les multinationales sont interconnectées par des propriétaires, des détenteurs de capitaux qui se retrouvent dans les unes et dans une société et dans une autre. Donc, ceci étant dit, nous aurons donc nos données personnelles de type Mhm. ADN, nous Mhm. aurons nos données de santé, nous aurons nos données bancaires, nous aurons nos données sociales, nous aurons toutes nos données, finalement, nous allons nous retrouver
des êtres numériques à côté de notre individualité physique. Et ces êtres numériques-là seront intégralement à la merci de gens qui contrôlent ces systèmes de numérisation qui permettront de nous débrancher ou pas de la vie sociale en fonction, si vous voulez, de notre docilité à répondre à leurs injonctions ou à répondre à leurs demandes sur un sujet ou sur un autre. Donc, je dirais que là, nous arrivons dans une société de contrôle individuel total. Et je vais même aller un peu plus loin, c'est que quand on regarde un peu les brevets qui sont déposés, il y a de quoi quand même frémir parce que ces gens-là ont quand même l'ambition de contrôler jusqu'à nos émotions, jusqu'à la fabrication de nos émotions. Donc, je dirais que tous les totalitarismes antérieurs, toutes les dictatures, toutes les tyrannies que nous avons connues vont passer pour d'aimables promenades de campagne, à côté de ce qui est en train de se mettre en œuvre. Donc la réalité du pouvoir aujourd'hui, c'est que une petite minorité financière a accaparé le pouvoir politique, économique, monétaire et juridique et font en sorte de nous mettre à la merci de leur volonté, de leur bon vouloir, hein, puisqu'on parlait comme ça du temps de la monarchie, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons largement dépassé l'absolutisme monarchique pour un absolutisme financier. Et donc, nous allons payer très cher le fait de nous être crus en démocratie. Celui qui ne voudrait pas s'y soumettre, Sera débranché, n'aura plus de possibilité de participer à la vie sociale telle que eux l'ont développée, du moins. Donc, il appartiendra aux personnes qui veulent continuer à survivre à réinventer leur propre vie sociale. Et c'est d'ailleurs dans un contexte donc de changement très, très clair de paradigme que j'inscris ma réforme des institutions, qui est un peu la réforme de la dernière chance, qui donne une méthode, une façon pour les gens de se réunir à nouveau pour former un groupe cohérent et finalement se réorganiser indépendamment de toute cette mafia globaliste. mhm. Euh, alors, est-ce que dans ce cadre va arriver la dématérialisation de la monnaie? Donc, je suppose. On a aussi l'abolition de la propriété privée et le salaire universel. Le salaire universel, vous savez, à partir du moment où les gens deviennent des êtres inutiles, puisque des machines travaillent pour eux, il va bien falloir soit les tuer, soit leur donner de quoi survivre de façon permanente. Donc, je dirais que c'est plutôt dans ces termes-là que le salaire à vie doit s'anticiper. Pour ce qui est, vous m'avez dit quoi Salaire universel, abolition de la propriété. Oui, alors l'abolition de la propriété, elle est dans les tuyaux depuis fort longtemps. Je le dénonce depuis très très longtemps. Elle est déjà en cours hein, parce que la propriété privée est attaquée de multiples façons et en particulier par un concept juridique qui s'appelle la propriété économique qui veut, et ça c'est sur le modèle justement du développement de la banque, qui veut que le vrai propriétaire n'est pas celui qui détient des billets dans sa poche ou qui a un compte en banque. Le vrai propriétaire est celui qui peut tirer des fruits de l'utilisation, de l'usage des choses. Et donc, on arrive par là un dessèchement de la propriété privée, à une disparition de la propriété privée au profit des grands tenanciers économiques qui ont la possibilité d'avoir justement l'usage euh, des biens et des services. Mais ce basculement-là, comment peut-il se faire? Vous dites dessécher, mais Oui, enfin, ça va pas être disons brutal. qu'elle perd sa substance, elle perd son intérêt, puisque ce n'est pas le propriétaire nominatif qui est le véritable propriétaire, qui a le pouvoir sur la chose ou sur le service. Donc, Alors, qui comment ça achète va le se bien? faire? Écoutez, à partir du moment où on va réévaluer la qualité des États en fonction de leurs actifs et de leurs passifs, vous savez que ces 2 années de crise ont considérablement développé le passif français. Hein, les dettes d'État ont explosé. Donc, à partir du moment où on va s'intéresser sérieusement à la corrélation entre actifs et passifs, eh bien, les États vont devoir faire un bilan de ce qu'ils ont pour garantir leurs dettes.
Et donc, on va exiger, et ça, c'est le travail, disons, immanent du FMI, que d'exiger que les États vendent leur patrimoine et leurs services publics pour garantir leurs créanciers de façon à ce que les dettes puissent être payées un jour ou en tout cas puissent être garanties. Donc, ça va passer par, écoutez, on a vu ce que ça donnait en Grèce, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je dirais que ça va aller jusqu'à la disparition du concept même d'État. Et ensuite, quand vous devrez tout payer très très cher parce que les gens qui fournissent ces services sont concentrés dans quelques mains et qu'à partir du moment où il n'y aura plus de services privés, de services publics, eh bien, les services privés ne se gêneront pas pour fixer les prix comme ils l'entendent. Donc, l'appauvrissement des gens se fera de façon spontanée, naturelle si vous voulez. La propriété privée disparaîtra de cette façon-là, de façon naturelle. Elle peut aussi disparaître par l'intervention de lois qui interdiront, par exemple, la propriété du sol à ceux qui acquerront le bâti, ceux qui acquerront un immeuble ou un bien, une maison. Ils n'ont pas la propriété du sol, par contre, ils doivent payer l'entretien du bâti. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis, ils doivent aussi payer un loyer aux propriétaires terriens. Donc, Hmm. ça peut prendre des formes assez variées, la disparition de la propriété. Ça peut aussi prendre la forme d'une imposition radicale des héritages. Ça peut prendre, en fait, différentes formes. Une augmentation générale des prix, la disparition des héritages, la scission entre droit du sol et droit du bâti. Enfin, euh, tout est envisageable. On parle aussi de la dématérialisation de l'argent, de la monnaie. C'est dans les cartons dans pas longtemps, apparemment. À la dématérialisation, ils travaillent déjà dessus depuis un bon moment. Et Mhm. puis, il apparaît qu'effectivement, étant donné toutes ces dérives monétaires qui ont eu lieu depuis la crise de 2007-2008, il y a un nombre d'argent, une inflation considérable de la masse monétaire qui fait qu'il y a trop d'argent en circulation. Donc, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, il est bien, enfin, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire autrement qu'en réhabilitant une monnaie sous une autre forme. Donc, effectivement, la forme dématérialisée va s'imposer presque de façon spontanée. Elle va d'autant plus s'imposer qu'ils nous ont habitués à cette forme de circulation monétaire, justement depuis cette crise, depuis 2009, où les bitcoins sont arrivés. Ça a été un test pour nous habituer à fonctionner avec ce type de monnaie. Mais ensuite, ils vont le récupérer à leur usage exclusif en interdisant des monnaies libres. Mhm. On va sortir un peu de la technique, ouais, dans quelque chose un petit peu plus peut-être religieux. Donc, vous m'aviez dit, bon, ça va être une autre question. On va parler plus, donc, l'argent, la continuité du capital, faire perdurer la ligne de la marchandise, donc l'aliénation de tous. Je dirais Dieu, la nation, le roi. Est-ce que ce ne serait pas la réelle composante trinitaire d'un renouveau? Alors, je ne vais pas aller jusque-là parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très en pointe pour nous imposer un royalisme de type constitutionnel comme la royauté britannique ou ce qui existe en Espagne, etc., qui ne sont absolument pas pour moi des systèmes viables. Mhm, Moi, je crois en la méritocratie élective et je pense que c'est le système qui convient vraiment profondément aux Français. Les Français aiment que les gens montent par leur mérite et pour avoir fait pour des faits concrets qu'ils ont réalisés et que les autres apprécient. Et donc, on a un certain côté élitiste et en même temps, on a un côté, disons, très juste, enfin, qui aime la justice. Et donc, le droit du sang n'est pas forcément même si ça a certains avantages dans un gouvernement, moi j'estime que le droit du sang n'est pas adapté à un gouvernement de la France actuellement, parce que d'abord les royautés ont été extrêmement corrompues, toutes les branches qui existent, les descendants de ces branches royales. Si la royauté s'est effondrée, c'est qu'elle était extrêmement corrompue et les branches sont aujourd'hui extrêmement liées au système financier général, global, aux grandes banques internationales. Donc, je ne vois pas du tout qu'un descendant de ce système-là puisse avoir une quelconque pertinence ou légitimité politique dans la France décadente que nous connaissons. quelqu'un pourrait s'illustrer et former une nouvelle dynastie aussi.
Non, je pense que la nouvelle dynastie, on verra plus tard, mais de toute façon, c'est aux Pourquoi pas? Français à choisir. C'est aux Français à choisir leur chef, et ça, dans tous les systèmes qui ont fonctionné, les chefs sont choisis par ceux qui sont censés, qu'ils sont censés représenter. Si on ne fonctionne pas comme ça, ça ne peut pas bien aller. D'ailleurs, toutes les dynasties, au départ, étaient des dynasties électives. Il ne faut pas non plus Mais aujourd'hui, mentir sur l'origine de la monarchie. Je dirais qu'après, c'est Mhm. devenu effectivement de droit divin, et puis c'est devenu, disons, par filiation, mais je pense que c'est absolument pas adapté, et en tout cas pas adapté au modèle démocratique auquel on peut éventuellement rêver ou espérer. Non, je pense que c'est aux Français après, s'ils veulent élaborer une dynastie, ça les regardera. Pour l'instant, je pense qu'il est urgent que les Français aient la capacité institutionnelle de choisir leur chef. Mais vraiment, de les choisir vraiment, c'est-à-dire d'avoir l'initiative du choix. Aujourd'hui, on les choisit Pas pas vraiment. seulement d'opter entre des choix qui nous sont imposés. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de choix. On a des oppositions contrôlées, on a tout ce genre de choses, des espèces de Mais en pantins. fait, le système des partis politiques fait que de tout temps, on n'a pas eu le choix. À partir du moment où le système des Mhm. partis politiques s'est imposé, il n'y a jamais eu de choix. L'initiative du choix a toujours échappé aux Français, enfin, Que ce soit la aux gens gauche qui vivent sur le territoire. De toute façon, que ce soit la Comment? gauche ou la droite, on est sur de recettes différentes, mais pour faire perdurer le règne de l'argent, quelque part, de toute façon. Pas bien entendu. Et puis je vous dis, toutes les dynasties monarchiques, en tout cas les descendants, sont souvent très très proches des milieux de la haute finance, hein. Vous n'avez pas besoin de creuser très loin pour trouver l'argent. Vers Louis XV, oui, c'est vrai qu'on a eu un bel épisode, notamment avec la planche à billets. Non, non, Euh, mais je parle des descendants actuels. ah oui, vous parlez de Louis de Bourbon qui travaille dans une banque vénézuélienne, c'est ça? Moi, je pense à tous ces descendants là, qui ont des prétendances, qui ont des prétentions, pardon, excusez-moi. Je pense à tous ces descendants qui ont des prétentions à diriger, mais qui n'ont jamais fait preuve d'autre chose que d'intérêt privé. Alors, je vais vous poser cette question. D'après vous, est-ce qu'il ne manque pas aussi à la France son substrat catholique, croyant? La France était quand même de religion catholique, de monarchie de droit divin. Je reste un peu là-dessus, c'est volontaire. Euh, les gens perdent espoir aujourd'hui, les gens sont aliénés énormément, ils Ils sont s'embourbent. aliénés parce qu'ils ont été aliénés par l'illusion de leur propre puissance. Or, Mhm. on se rend bien compte que quand on est seul et isolé, on n'est pas puissant du tout, on n'est rien du tout. Nous sommes des pions qui voletons au gré du vent, lequel est soufflé par ces hautes instances financières, ces grands argentiers de la planète. Donc, l'idée pour nous, c'est de refaire société. Et de refaire société, je dirais que c'est presque à l'origine de toutes les grandes religions. Donc effectivement, la religion catholique apprenait ça, et elle a permis aux gens de vivre ensemble, de faire société. Mais on ne peut pas imposer dans le contexte français actuel le catholicisme, alors même que lui est extrêmement dévoyé aujourd'hui. Donc Les il faut vivre concilières, les 30 ans, les concilières. bien sûr. Non, mais je parle de l'Église du Vatican, enfin, telle qu'elle est organisée Mhm. sous sa forme hiérarchique avec une tête au Vatican. C'est pas une Église. Je veux dire, ils ont Tout à abandonné fait. toute idée de pouvoir spirituel, au moins depuis les accords du Latran. Et ça s'est fait officiellement à partir des accords du Latran. Mais c'était déjà, disons que la démarche consistant à avoir perdu le sens de leur existence, hein, c'est-à-dire fondée sur des démarches spirituelles, était déjà antérieure aux accords du Latran. Donc on ne va pas, je veux dire qu'aujourd'hui, moi je suis pragmatique, on ne va pas réimposer un système qui est totalement vérolé sur un substrat de société, de personnes qui n'ont pas tous, qui n'ont même plus tous cette histoire derrière eux. Donc il faut repartir de choses, si on veut refaire société, on ne peut pas réimposer le catholicisme romain tel qu'il est pratiqué au Vatican aujourd'hui. Je veux dire, c'est du Tel délire, qu'il est là. pratiqué aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Après, Oui, mais bon, il faut faire avec ce qui existe. Vous avez, fraternité elle dit quoi, Saint-Pédisme, l'Église catholique?
Bah, la fraternité Saint-Pédis, je m'excuse, elle est en train de pactiser complètement avec le Vatican et Ah, ça elle-même a été m'intéresse. complètement infiltrée. Bah oui, mais non, ça c'est un fait. Donc tout le À monde quel est niveau vous d'accord. En ce voyez moment, cela? c'est l'œcuménisme intégral, tout le monde est d'accord. Donc moi, je ne rentre pas dans ces considérations de séparatisme religieux parce que, une fois de plus, notre sujet, si on veut survivre, c'est de se réunir et de se réunir pour refaire nation. Je dirais que le sentiment religieux est un sentiment que je mettrais du côté de la vie privée, si vous voulez. Et notre sujet à nous, c'est de redévelopper une vie publique de façon à pouvoir faire front à notre adversaire, qui est un adversaire redoutable et financier. Je crois que là, j'ai dit tout ce que je pensais. Mais la base, on va dire, sociétale quand même, tourne autour du divin. L'anthropologie tourne autour du divin. Est-ce qu'à Le partir de divin cela, a une base l'avantage saine? que ça remet l'homme à sa juste place. Ça remet l'homme à sa juste place, qui est une place petite, que seul on ne fait pas grand-chose, que voilà, et que effectivement le sentiment du divin aide à supporter sa vie, à chacun, aide chacun à supporter la vie sur Terre. Donc c'est une constante dans toutes les sociétés. Effectivement, le divin et le spirituel a eu une importance considérable dans tout le développement de Mhm. toutes les civilisations. C'est ça. On peut pas passer outre ça. Et c'est un fait. Maintenant, je dirais que concrètement, de façon pragmatique, on ne peut pas imposer sur le territoire français les préceptes de l'Église catholique telle qu'elle se présente. C'est juste impensable. Non, non, imposer en l'état actuel, c'est impossible. De toute façon, Donc, l'anthropologie actuelle est basée sur en revanche, 1789. voilà, en revanche, ce qui est tout à fait indispensable, c'est de refaire société et de réinstaurer, de se réhabituer à une vie de groupe dans laquelle le spirituel a une importance et doit avoir une démarche institutionnelle dans l'organisation de la société. C'est la raison pour laquelle un des trois groupements d'intérêt que je développe, c'est donc commercial, civique et morale et spirituelle. Parce qu'on doit se réhabituer à avoir une vie morale et spirituelle et à pouvoir rééchanger de façon à réhabiliter une vie, enfin justement l'idée de divin et de spirituel dans le cadre de l'organisation elle-même de la société. Vous parliez de la fraternité Saint-Pédis. Comment voyez-vous comment on appelle ça, l'infiltration du Vatican à travers de la fraternité Saint-Pédis? Je vous ai dit que je n'étais pas spécialiste des religions. Vous vouliez absolument m'interroger sur Non, 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 des religions. Je dirais que ceux qui sont intéressés à la question iront Mhm. chercher et constateront que c'est vrai. Maintenant, je ne vais pas insister sur ce sujet-là parce que je ne le maîtrise pas suffisamment, mais j'ai eu des preuves tout à fait indiscutables et tangibles du fait que toutes ces fausses, enfin, ces dissidences qui ont été réelles un temps sont en Mhm. phase de perdre disons, leur pertinence, Très bien, très bien. en pactisant avec leur ancien ennemi qui devient leur meilleur ami. D'accord. Il reste critique tout de même envers le pape. Mais Euh, ça dépend, vous savez, quand vous parlez d'une organisation, le problème c'est qu'il y a des gens qui tiennent l'organisation, qui vont dans une direction, et puis les autres qui peuvent ne pas être d'accord, qui peuvent le dire, mais qui suivent quand même la direction imposée par le haut. Donc c'est ça le problème, c'est dans toutes les organisations hiérarchiques, une fois que la tête est corrompue, ben, que vous le vouliez ou non, mhm. euh, c'est exactement, je vais reprendre le modèle de ce que disait Poutine pour l'OTAN, que vous le vouliez ou non, si vous êtes dans l'OTAN et que l'Ukraine entre dans l'OTAN, eh ben, vous allez être amené à entrer en guerre contre nous. Voilà, c'est comme ça. C'est factuel. C'est l'enchaînement des causes et des effets. Malheureusement, les Français ont perdu l'habitude de travailler sur le lien de causalité. C'est-à-dire qu'ils ne font plus le lien entre les causes et les effets. Mais c'est tout à fait regrettable, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, ce lien de causalité. Très bien, très bien. Bien, je vous remercie. Donc, je rappelle votre ouvrage, Les raisons cachées du désordre mondial, qui est le tome 2. Voilà, on va réussir à le voir à l'écran, aux éditions Sigest, qui est paru il y a 2 mois, c'est ça à peu près? Oui, il est paru début décembre, le 8 Voilà. décembre, quelque chose comme ça. Vous avez un nouvel ouvrage dans les cartons, parce que vous êtes quand même très Je pense prolifique. que je vais travailler, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais un ouvrage sur explicatif de la réforme des institutions que je projette, parce que c'est tout à fait le sujet de notre société, notre survie civilisationnelle, si on peut dire, et individuelle, parce que si on ne refait pas sens au niveau du groupe, les individus ne seront plus rien.
Cela s'adressera quand même Voilà. à tout le monde, je suppose. Ça... Ah, bah bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Facile d'accès, c'est ça que je veux dire. Ah, ben, je vais essayer, oui, oui, on me reproche souvent de pas l'être, mais vous savez, quand vous travaillez sur un changement de paradigme, en fait, c'est très compliqué de se faire comprendre parce que c'est un nouveau système et un système, les choses s'enchaînent les unes avec les autres pour se renforcer une fois de plus. Donc, c'est ce qui fait sa force, mais c'est aussi ce qui fait sa faiblesse parce que quand on doit le comprendre tout d'un coup, eh bien, c'est très compliqué de s'extraire de ce qu'on connaît et de ce qu'on vit aujourd'hui pour se plonger dans une nouvelle réalité. Et c'est ce travail j'essaye de vulgariser, en tout cas de rendre lisible pour tout le monde, pour des gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là et mon défi, c'est de faire comprendre que la réinitialisation de la nation et du groupe est quelque chose de vital que nous devons réinvestir. Voilà. Et je propose une méthode pour le réinvestir. Très bien. Eh bien, je vous remercie, Valérie. On peut retrouver Merci, Alice. beaucoup de vos travaux sur votre site, que je vais mettre en Deux lien. sites. Deux sites. Mais on J'ai mettra, valériebugo.fr et oui, révoludroit.fr. revoludroit.fr, que je vais mettre. Valérie Bugot, c'est plus des descriptions, des analyses de politique et géopolitique, juridique évidemment, et puis économique, enfin, tout ce qui va avec. Et puis révoludroit.fr, c'est vraiment l'exposé de la réforme des institutions. Très bien, je vais mettre tout ça en lien, vous pourrez les consulter. Bien, merci Valérie de votre venue. Et puis on aura l'occasion d'avoir d'autres émissions au moment de la sortie de votre nouvel ouvrage. Vous pourrez parler justement du prochain. N'hésitez pas aussi à vous procurer le roman, je fais un petit rappel, Le goût du silex, postfacé par Pierre Hillard, qui est de ma plume. Ça traite énormément d'enracinement, mais pas que. Donc vous pourrez suivre les aventures d'un jeune garçon au sein de la Touraine, au sein de sa famille et dans le milieu rural. Bien, merci Valérie, je vous dis à très bientôt et Merci Alexis. bonne continuité. Au revoir. Bonne